Alors, je propose qu'on commence tout de suite. Euh, Bonjour et bienvenue et merci encore de vous joindre à nous et prendre part à cette conversation sur l'égalité de genre en milieu rural. Avant de commencer, je voudrais préciser que tout au long de ce webinaire, nous disposons d'une interprétation simultanée en anglais. Alors, si vous préférez écouter en anglais ou en français, il suffit de cliquer sur l'icône du globe en bas de votre écran et de sélectionner l'anglais ou le français. Merci à Adrienne qui assure cette interprétation pour nous aujourd'hui. Donc, je vais le dire en anglais. Hi everyone, welcome. Thank you for joining us today for a very interesting conversation between three fantastic Amazons on gender equality in rural areas. I will start by noting that we do have a simultaneous interpretation available for the conversation today. So if you will prefer to listen in English or French, you can just click on the interpretation icon, a kind of globe at the bottom of your screen, and select English or French channel. Adrian is here with us today for that. So thank you so much for helping us today, Adrian. Alors, mon nom est Fernanda Banda, je suis gestionnaire de programme à Interpares. Je me joins à vous depuis le territoire non cédé de la nation Anishinaabe Omamiwiwini, gardienne originelle et ancestrale de ce territoire qui demeure à ce jour non cédé et dans lequel se situent les locaux d'Interpares. Nous saluons la résistance et la résurgence des peuples autochtones dans le cadre du processus de décolonisation et nous sommes engagés à défendre et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte. Je vous encourage à vous présenter, à nous dire dans le chat du territoire ancestral de quelle nation vous vous joignez à nous. Vous pouvez le faire, comme je le dis, dans le chat. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Interpares signifie entre égaux. Nous sommes une organisation féministe de justice sociale qui a été créée en 1975 pour s'attaquer à l'injustice sociale au Canada et à travers le monde. Nous croyons à la solidarité comme mode d'action et de collaboration et nous travaillons principalement sur 8 enjeux qui sont entre autres le droit des femmes, le contrôle des ressources, la justice économique, la paix et la démocratie, la santé, les migrations, la justice climatique et la souveraineté alimentaire. Nous travaillons en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Inde et au Canada avec plusieurs organisations que nous appelons homologues. C'est notamment le cas des 3 organisations dont sont rattachés les 3 panélistes qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du travail que nous menons avec nos homologues de l'Afrique de l'Ouest et dans le cadre du projet Égalité de genre par l'agroécologie mené par les femmes en Afrique de l'Ouest, qui est un projet qui vise à renforcer le pouvoir des femmes des régions rurales de l'Afrique de l'Ouest. Et ce projet bénéficie du financement d'Affaires mondiales Canada. Alors, c'est tout un honneur pour moi d'animer cette conversation qui réunit 3 femmes exceptionnelles, leaders et accompagnatrices des mouvements agricoles et des mouvements pour les droits des femmes, et qui portent chacune, de par leur expérience, une perspective inspirante sur les femmes en milieu rural. Généralement, lorsqu'on parle des femmes en milieu rural, que ce soit dans le discours ou dans la littérature, c'est souvent sous le prisme des vulnérabilités et particulièrement en ce qui concerne les pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Canada, il m'a été difficile et il est difficile pour la plupart des gens de trouver des données sexo-spécifiques récentes sur les femmes en milieu rural. Donc, dans les 2 cas, c'est comme si le milieu rural était l'angle mort de l'égalité de genre et j'ai hâte de comprendre pourquoi avec nos 3 panélistes. Donc, nous avons Debia Ifrasso qui accompagne les groupes de femmes dans la région du fleuve Sénégal avec Enda Pronat, une organisation sénégalaise homologue. Jane Finning, qui est la présidente de l'Union nationale des fermiers au Canada, et Mariamé Ouattara, qui est experte genre et qui travaille depuis plusieurs décennies avec des groupes de femmes en Afrique de l'Ouest et qui nous rejoint depuis le Burkina Faso. Merci, mesdames, d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour les aspects techniques, nous avons prévu une dizaine de minutes à la toute fin du webinaire pour les questions et commentaires. Mais je vais vous inviter à écrire vos questions tout au long du webinaire. Ma collègue Marietou Diallo, qui est notre directrice de communication,
s'occupe actuellement de la technique, se chargera de recueillir vos questions et les panélistes pourraient y répondre à la fin de la conversation. Alors, pour lancer la conversation, je vais tout de suite demander à chacune des panélistes de se présenter et de nous dire en même temps comment vont les femmes rurales dans leur pays ou région d'intervention. Quelle est la situation des femmes rurales dans leur zone et leur pays respectifs. Je propose qu'on commence par Debia, ensuite Jane et enfin Mariamé. Bonjour tout le monde. Je vous salue tous. Moi, je m'appelle Debia Efraso. Je suis la chargée des activités de genre à Endaponat, dans la zone nord qu'on nomme zone fleuve du Sénégal. Et là, actuellement, voilà, je suis le point focal du projet Égal AO à la zone nord. Pour répondre à cette question, vous me recevez? Oui, on t'entend très bien, Debia. OK. Pour la situation des femmes rurales dans notre région, genre, disons le Sénégal d'une manière générale, je vais juste revenir sur le contexte. Le Sénégal est une république démocratique avec des alternatives politiques depuis 2000 jusqu'à 2012. La population sénégalaise est de 17 millions d'habitants. Pour une égalité de genre, la loi de parité a été adoptée en 2010 dans les instances électives, semi-électives, avec d'une stratégie nationale pour l'égalité et l'équité de genre, les positions sociales, la promotion économique et l'exercice des droits et devoirs. Malgré cela, nous disons que jusqu'à présent, les femmes rurales ont des problèmes liés au genre, avec les travaux domestiques qui sont toujours lourds, c'est-à-dire 8 heures à 12 heures de temps de travail par jour, sachant qu'elles sont agricultrices en même temps dans les jardins maraîchers, qu'elles se sont regroupées en groupements de promotion féminine. Elles ont des initiatives de transformation, de commercialisation des produits agricoles. Elles sont aussi les membres de dynamique de la transition agroécologique au niveau rural et qu'elles participent aussi au niveau national. Elles sont dans des cadres de réseaux de femmes, dont le réseau national des femmes rurales. Si je contextualise un peu, pour la zone nord, où voilà, ce qui est ma zone d'intervention, la zone du fleuve, dans cette zone, nous pouvons dire que les femmes accompagnées par Endaponat sont dans les jardins maraîchers. Ils font aussi des activités d'embauche à travers une mutuelle mise en place où les fonds sont déposés et qu'elles prennent l'argent pour acheter des ovines et voilà, élever ça à un moment et de revendre. Donc, leur principale activité quand même reste l'agriculture, l'élevage et le petit commerce. Pour le problème de mise en œuvre des terres par les femmes, même si elles ont accès, elles ne contrôlent pas. Malgré qu'elles ont accès aussi, ces mêmes femmes ont du mal à faire ces travaux comme il se doit. C'est-à-dire que les plus jeunes ont moins de temps et les plus vieilles aussi ont moins de force. Ce qui fait que voilà, qu'elles n'ont pas pu... Donc, dans nos sociétés traditionnelles, la femme rurale a été fortement victime de réalités traditionnelles, telles que la division du travail basée sur le sexe, qui confère à la femme rurale plusieurs types d'activités domestiques, procréation, entretien et éducation des enfants, qui est jugée intense d'ailleurs. Cette construction sociale est renforcée par des activités économiques diverses et des activités communautaires à gérer, ce qui pose la problématique de la productivité et de la disponibilité. Les discriminations constatées dans la répartition des pouvoirs, des espaces de vie et de production et des autres ressources. Mais sur le plan foncier aussi, les femmes ont toujours des droits inférieurs à ceux des hommes, considérés exclusivement comme des chefs de carré. Les règles d'éducation de base aussi qui forgent dans cette petite fille
des sentiments d'infériorité et une obligation de soumission à la volonté de l'homme. Il y a aussi la passivité et la résignation qui en sont les conséquences qui freinent l'élan de prise de conscience. Il y a aussi l'alphabétisme qui est le bas niveau d'information des femmes. Donc, on peut dire que cette position sociale est très précaire. Cette position sociale très précaire est un facteur à prendre en compte dans l'accès des femmes à la terre et de la recherche de sécurité alimentaire. Donc, pour les défis à relever, il y a un accès sécurisé et valorisation des terres par les femmes, la réduction des mariages précoces, le surcharge de travail des femmes, promouvoir des femmes plus autonomes économiquement, encourager une meilleure participation à la prise de décision locale, un meilleur statut social de la femme. Il y a l'analphabétisme, surtout dans la zone sud, avec l'absence d'extrait de naissance et une bonne transmission intergénérationnelle. Donc, pour l'instant, je vais me limiter là. Merci. Merci, Delia. Jane. Hello, bonjour. I'm happy to say that I'm coming to you from the territory of the Anishinaabe, Haudenosaunee, and neutral peoples. My family farm here, we are grateful to be on this land and to share it with the Indigenous people in our community. As introduction for myself, yes, I'm the president of the National Farmers Union. I'm also a mother and a farmer. We grow about 700 acres of vegetables on my family farm and have been farming for many generations. The situation of women in Canada is in many ways very different than what we've just heard. But on the surface, underneath, there are challenges. We are facing hidden risks to the rights that we now enjoy. Some of the things that have changed for the better over my lifetime, such as being able to access banking institutions, bank accounts, credit, etc., as a woman, has been afforded us during my lifetime. But many of the rights that we currently enjoy are at threat from right-wing, rising populist type of ideologies that we see already threatening women in the US with reproductive rights, restrictions, and oppressions. In Canada, one of the big concerns that we have as rural women is our continued responsibility for many of the household and family obligations that prevents us often from pursuing other interests or responsibilities outside of childcare. It does continue to dominate as a woman's role in society. But a lot of things have improved on that front, and we are very grateful for that. That means that we need to stand in solidarity with our sisters around the world. And that's part of what we do here as National Farmers Union and our involvement with Interpares and La Via Campesina. Together, we can stand and we can raise each other up. Thank you so much, Jane. Mariamé, comment vont les femmes au Burkina Faso? Merci, bonjour à tous et à toutes. Mariamé, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Oui. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Au Burkina Faso, les femmes vont assez bien, je dis bien assez bien, mais une grande partie de ces femmes est touchée par l'insécurité, si bien qu'elles ne sont plus chez elles. Elles sont des personnes déplacées qui ont dû aller s'installer dans d'autres zones pour sauver leur vie avec leur famille. Aujourd'hui, nous comptons 2 millions de personnes déplacées, 60% de femmes et 40% d'enfants.
Donc, vous voyez déjà la situation. Et c'est surtout le milieu rural qui est touché. Alors, j'ai une pensée très, très pieuse pour ces femmes et leurs familles, et aussi pour toutes les femmes du monde à ce lendemain de commémoration du 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, où nous devons continuer la lutte, faire le point et avancer, bien sûr, en complémentarité avec les hommes. Alors, je suis Mariamé Ouattara, je suis burkinabé, et je suis économiste sociale et familiale de formation et expert en genre, et j'accompagne Interpares dans le programme Égal AO, le projet Égal AO en Afrique de l'Ouest. Alors, concernant la situation des femmes rurales au Burkina Faso, je commencerai par donner quelques statistiques que nous avons de notre dernier recensement général de la population et de l'habitat en 2019. Le Burkina compte, en gros, nous sommes en Afrique de l'Ouest, francophone. Burkina Faso compte 20 500 000 habitants en gros, dont 51,7% de femmes en général. Et la population rurale est estimée à 15 millions. Donc, vous voyez, le Burkina est plus rural que urbain. Et dans cette proportion, les femmes rurales occupent près de 80% de la population féminine. C'est énorme. Et si je touche un peu à la statistique concernant la fécondité, je tiens à en parler parce que c'est quand même un élément important qui pèse sur les femmes rurales. En milieu rural, le taux de fécondité est de 5,8, c'est-à-dire le nombre d'enfants nés par femme, nombre d'enfants vivants nés par femme est de 5,8 contre 4,1 en milieu urbain. Si c'est une richesse culturelle, c'est aussi un frein pour le développement et l'épanouissement des femmes rurales. Le taux de mortalité maternelle, c'est-à-dire pour 100 000 naissances vivantes, nous avons en milieu rural 231,4 femmes qui meurent en couche pour 100 000 naissances, contre 185 en milieu urbain. C'est énorme, par manque de soins ou bien l'influence des normes sociales qui empêchent ces femmes d'aller dans des centres médicaux. C'est un problème. Le taux d'alphabétisation est de 29% pour tout le pays et en milieu rural, il est de 18%. Ça veut dire que ces femmes, et la majorité en milieu rural n'est pas du tout alphabétisée. Et comme les femmes sont les plus nombreuses, cela pose problème. Alors, avec tous ces chiffres ramassés ainsi comme ça, je note à partir d'une recherche faite par Oxfam en 2015 sur les femmes rurales, parce que comme Fernande l'a dit au début, on ne dispose pas de beaucoup d'études sur ces femmes et c'est dommage. La production vivrière au Burkina Faso est l'activité principale des femmes rurales. Elles interviennent tant dans le stockage de la nourriture que le traitement des aliments et elles sont responsables de 40% de la commercialisation de ces produits agricoles. Elles occupent 63% des activités de production des secteurs primaires, agriculture et l'élevage, et participent à environ 70% dans la formation du PIB national. Donc, on peut dire que l'économie du Burkina repose sur les épaules des femmes rurales. Leur rôle est capital dans le développement de notre pays. Et 65% des producteurs agricoles sont des femmes et elles assurent 60% de la production agricole tout en tirant 90% de leurs revenus de ces activités agricoles. Elles vont réinvestir dans leur famille jusqu'à 90%. Ça veut dire que tout ce qu'elles gagnent, la majorité est investie dans les besoins de la famille, pour le foyer, pour la santé, pour l'éducation des enfants. Pourtant, elles ne reçoivent que 4,3% des revenus agricoles, ce qui est une répartition injuste vis-à-vis de leur participation économique. La répartition est très injuste. Alors, je rencontre donc des problèmes. Je m'en vais les citer rapidement. Il y a la faible sécurisation foncière et le difficile accès des femmes à la terre. Pourtant, c'est le premier capital de production. On ne comprend pas pourquoi ce problème existe.
Si je me réfère aux données de la FAO qui disaient qu'en Afrique de l'Ouest, les femmes sont 8% des propriétaires terriens sont des femmes, contre 25% en Afrique de l'Est, ce qui est le cas aussi au Burkina. Pourtant, c'est sur elles que repose la production et le développement économique du pays. C'est un paradoxe. Il y a aussi le difficile accès des productrices agricoles, des éleveuses et des transformatrices au crédit agricole et aux revenus. Bon, n'étant pas propriétaires de terres ou de biens importants, elles ont des problèmes pour faire des garanties dans les banques et accéder à un crédit assez consistant pour soutenir leurs activités. Elles ont également un faible accès aux connaissances techniques et aux facteurs de production tels que les équipements, parce que tout simplement, on ne considère pas la femme rurale comme étant propriétaire des exploitations, mais c'est surtout l'homme. Et ça fait que les femmes profitent très peu des services d'encadrement. Aussi, nous constatons que malgré la productivité accrue qu'elles arrivent à assurer en dépit de tous ces problèmes, il y a quand même une faible transformation, une faible consommation de leurs produits. Le pays étant envahi par des produits importés, ça fait qu'il y a de la valeur ajoutée que ces femmes perdent. Et elles sont moins représentées aussi dans les instances et organes de prise de décision, parce que les politiques publiques les politiciens disent dans leur discours qu'il y a une place de choix qui est accordée aux femmes rurales. Pourtant, dans la pratique, on voit que les femmes ne sont pas représentées. Du coup, elles sont en arrière. Il y a aussi la vulnérabilité face au changement climatique dont les effets ne font qu'accroître de jour en jour. Alors, les femmes rencontrent beaucoup de difficultés, si bien qu'une analyse multidimensionnelle a été faite en 2018 par l'OCDE qui indique que les discriminations multiformes restreignent l'accès des femmes rurales à la terre, aux biens, aux services financiers et à l'emploi en les enfermant dans un cercle vicieux qui fait que ça ne leur permet pas d'exprimer leur plein potentiel économique. Donc, c'est un frein à leur participation. Ça fait qu'elles ne peuvent pas participer pleinement, alors qu'elles ont droit à participer à la vie de la population, à la vie du pays et surtout au sein de la population agricole. Pourtant, on pourrait relever que les femmes burkinabès, les femmes rurales burkinabès vivent ce paradoxe dans un contexte socio-culturel, institutionnel, politique, et marqué par des décisions importantes. Par exemple, le Burkina a ratifié tous les instruments juridiques internationaux pour les droits des femmes en général et surtout pour les femmes rurales en particulier. Ces instruments juridiques ont été traduits en textes juridiques nationaux consacrant l'égalité entre les sexes. Alors, on peut se demander, mais pourquoi les femmes demeurent encore sous ces jougs-là, sous ces poids qui limitent leur participation, alors que des référentiels existent, des instruments existent. Donc, nous allons voir par la suite qu'il y a des initiatives qui tendent à utiliser conséquemment ces textes pour vraiment changer la situation. Voilà un peu ce que je peux dire rapidement sur la situation des femmes rurales. Beaucoup d'espoirs sont permis aujourd'hui et nous en parlerons dans les points à venir. Merci. Merci beaucoup, Mariamé. Merci à toutes. Avec cette mise en contexte, on comprend que les enjeux qui concernent les droits des femmes ne sont pas juste limités à l'Afrique de l'Ouest, mais ce sont des enjeux globaux qui concernent également le Canada, comme l'a souligné Jane. Maintenant, j'aimerais bien entendre Jane en ce qui concerne l'action, l'organisation des femmes pour faire face à tout ce qu'elle a relevé comme obstacle. On sait que pendant longtemps, le secte des fermières, notamment les sectes des fermières au Québec, a beaucoup joué dans la lutte pour les droits des femmes de façon générale au Québec et au Canada également. Mais maintenant, comment s'organise la lutte? C'est quoi les actions qui sont menées à votre niveau, Jane, pour justement déraciner le patriarcat et relever ces obstacles-là? Thank you for that question. The National Farmers Union was founded in 1969. And back then, you know, there were a lot of things that were different than they are today for women globally and certainly here in Canada. But the National Farmers Union
was founded with a woman's leadership role at every level of the organization and identified the value and importance of women in rural life and especially in farming through that organization. And what that has done, it has created a perception of leadership for women within farming communities and within the National Farmers Union, to the extent that we have had presidents, women presidents for many years, aside from the identified roles for women. And to me, that's one of the ways that there is a positive shift that's happened through that organizing and through that identified leadership space, because people can see women in leadership spaces. Working collectively at the local level and all the way through is very important for us. It's also important to note that we have now, as of a few years ago, the very first woman as agriculture minister in Canada. And that, while it may seem symbolic, is also important because it shows that we have an equal space, even at the highest level of governance in the country. That has brought a lot of attention and thought to the situation of women in Canada. Another aspect of organization for us is to ensure that we're connecting with other countries and with women in other spaces. Part of that is very important, additionally, because migrant workers coming from many places come into Canada working on farms, and they have a very different experience. They are vulnerable in different ways than men coming to work as migrant laborers have. And I'm sure I don't need to detail for anybody else on this panel the situation that many migrant women face, especially if they are isolated in rural communities. So that connection and active participation in upholding each other's rights within the country and through the mechanisms of the National Farmers Union and organizations like Interpares and La Via Campesina become extra important. We see very many cases, even in Canada, of workers' rights being abused and of workers being oppressed. And that is another aspect that we have to consider. I know we don't have a lot of time for each of these questions, so I'm going to leave it there to have space for the other panelists to speak. Oui, mais j'aimerais que tu poursuives un peu plus sur cette question-là, Jane. Depuis 1969 qu'a été créée la NFU, est-ce que tu penses que les choses ont changé en ce qui concerne les droits des femmes, que ce soit dans vos actions ou alors même dans le cadre de la société canadienne de façon générale? Est-ce qu'il y a eu des avancées en ce qui concerne les femmes rurales ou alors il y a comme un retour en arrière avec tout ce qu'il y a comme enjeu, des enjeux économiques, des enjeux des droits, mais également les changements climatiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez relever par rapport à vos actions et par rapport à votre regard et expérience de femmes fermières? Yes, a lot has changed. And as there are increasingly women who are leading farm businesses and who are recognized as the farmer. In English, we talk about often the farmer and then the farm wife. And people identify women on farms as farm wives. And it's interesting that the NFU president before me is a single operator. She is the farmer. But many times when she goes to engage, whether it's with a bank or with anywhere, they assume that her partner, who is not a farmer, is the farmer and that she is the secondary. I've had the experience too of going to the bank
And I'm being asked, oh, are you helping your husband today? As if I'm an appendage to him. So it's interesting that while structurally a lot has changed, there are still so many attitudes in society that have not changed. But creating those spaces of leadership, those positions of leadership, has been important in moving the needle as much as it has moved. With the rise of right-wing ideology and many of the isolating situations that have happened through the pandemic, I think that has put women, well, it's not just my thoughts, we see it, that women are facing increased domestic violence. We're seeing that especially rural women are experiencing that. And as we come out of this pandemic, it's going to be very important to ensure that we find ways to reconnect people who've been isolated. And back to the right-wing ideologies and conspiracies that we've seen take so much hold across the population, those are threatening women as well, especially in situations where there is a defiance of order and an anarchist angle to the conspiracy. There are young women in my community who are facing problems with family because of that. And they are struggling to hold the family together, to hold the business together, as chaos threatens to make them lose everything through these ideologies that put them at odds with government and the rest of society. How do we work against that? Connect. We have to form spaces, we have to reach out, we have to, and I don't have all the answers, and we haven't figured it all out. But each of us, and in our organizations, I know in Canada, we are working actively on programs to support women specifically in mental health. Suicide is something that none of us wants to talk about, but it is a very big challenge here in Canada for farmers. And I believe globally, from what I see, of statistics, but it's something that nobody likes to talk about. Mental health is not just a product of isolation, it's also a product of the global pressure on farmers that is taking away the profitability of our farms, and the societal pressures against the ways of farming and that are isolating us in multitudes of ways. But working together, and one of the things that we're focused on is that mental health piece and connecting and bringing awareness to the issue. Thank you so much, Jane. Nous avons la chance d'avoir dans ce webinaire 3 générations de femmes, parmi lesquelles une jeune leader des mouvements justement agricoles, Debia. Et Debia, j'aimerais te poser la question de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le mouvement pour les droits des femmes rurales? Et c'est quoi les actions que tu trouves innovantes, les actions qui ont été posées par les pionnières de ce mouvement-là au Sénégal et en Afrique de l'Ouest et dans le monde également? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a été négligé? Qu'est-ce que peut apporter le regard de la jeune génération justement par rapport à ces luttes féministes? D'accord, merci Fernande. Bon, personnellement, je suis déjà une femme du monde rural. Je suis née et grandie dans le monde rural. Donc, du coup, voilà. Étant issue de ces communautés, je suis témoin des combats que mènent ces femmes au quotidien, aussi bien que ce soit l'accès à la terre, également d'autres problématiques. Et c'est petit à petit que nourrit une grande passion en moi, qui est celle de combattre avec elles, c'est-à-dire d'être, même s'il le faut, la voix des sans-voix. Parce que depuis tout petite, je voyais les femmes rurales, malgré leur charge de travail au niveau familial, avec les tâches ménagères, mais aussi elles faisaient tout
pour aller au champ, pour participer à la dépense quotidienne, au champ familial aussi. Parce que si je prends le contexte du fleuve, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Grand Wallo et le Fallo. Genre, le Grand Wallo, c'est les grands périmètres où ça appartient à toute la famille. Là-bas, déjà, la femme contribue à l'exploitation de ces parcelles-là. De côté aussi, elle a sa petite parcelle dans les cultures de berge qu'on appelle chez nous le falot, qu'elle cultive aussi. Et au moment de la récolte, tout rentre dans la maison. Donc, c'est comme si elle était au four et au moulin. Je me posais même des questions à savoir comment elle parvient à gérer tout ça. Donc, du coup, avec aussi, j'ai vécu dans une famille où c'est là-bas que les réunions se tenaient. Et je voyais très rarement des femmes prendre la parole en public. Et voilà, lorsque je faisais, je me rappelle bien, vers CM2, je voyais Madame Mariam Soda Enda Konat lors d'une réunion. Elle parlait devant tous ces hommes-là. Et pour moi, même psychologiquement, genre, je me disais, celle-là, elle est forte. Moi, je vais tout faire pour être comme celle-là. Et même pour accompagner ces femmes-là, les aider à être à l'aise, genre à parler en public, à être écoutées sans pour autant écouter les critiques des gens. Parce que nous, on allie la religion et la tradition, c'est-à-dire la religion musulmane. Des fois même, quand on ose la voix, on vous dit non, taisez-vous, une femme ne parle pas comme ça. Bon, c'est comme s'il y a des étiquettes qui sont basées sur le genre déjà. Depuis la naissance, tu grandis avec. Après, au fur et à mesure, tu vois que les choses changent. Et j'ai eu la chance aussi, depuis primaire, ma première éducatrice était une femme, c'était une maîtresse. Et elle m'encourageait tout le temps, je la disais, je la posais de tonnes de questions, la dire que voilà, tôt ou tard, je vais me marier aussi. Et elle abandonnait l'école et être comme les autres. Mais par la grâce de Dieu, avec l'appui de mes parents aussi, j'ai pu quand même faire de grandes études jusqu'à l'université. Je me suis dit donc, pourquoi pas retourner dans ce même milieu-là et appuyer ces femmes-là. Et ça, c'est là que venue l'idée d'intégrer Enda Konat à travers un stage pour préparer mon mémoire. C'était même mon rapport de Master 1. Et depuis lors, quand même, je me bats au quotidien avec elle. Je suis beaucoup plus proche d'elle. Je les écoute, je les accompagne à travers les formations que donne Enda Konat, que ce soit sur la bonne gouvernance, les sensibilisations sur les co-responsabilités. Genre, mieux éveiller les hommes à alléger les femmes sur leurs tâches ménagères. Parce qu'il y a des hommes qui veulent aider. Mais malheureusement, la culture fait que même les femmes ont du mal à accepter ça. Genre, le mari veut aider la femme. Mais au final, c'est elle-même qui dit que non, ça, je refuse parce que la société me regarde, parce que la société dira que voilà, que je suis autoritaire même. Mais avec ces sensibilisations, on arrive souvent à briser la glace et faire reconnaître à ces mêmes hommes que si vous aidez votre femme à accomplir ses tâches ménagères, elle aura plus de temps pour elle-même, puisqu'elle a le droit de repos, le droit au travail, et d'aller même exploiter sur sa propre parcelle du jardin maraîcher qui va l'aider à contribuer aux dépenses quotidiennes. Et vous allez gagner tous les deux. Donc, en grosso modo, c'est ça. Merci Devia. C'est très intéressant de voir le parcours et les figures marquantes qui t'ont inspiré justement à travailler avec les femmes rurales et à rentrer dans ton milieu, comme tu l'as si bien précisé. Donc, avec vos différentes interventions, nous voyons qu'à travers le temps et l'espace, que ce soit il y a une dizaine d'années ou bien il y a un siècle, ou que ce soit au Canada ou en Afrique de l'Ouest, les femmes rurales à travers le monde partagent des défis qui sont plus ou moins similaires. Donc, depuis quelques années, on remarque également qu'il y a un mouvement de résistance féministe mondiale qui s'organise entre les femmes de différents pays autour des enjeux clés pour les droits des femmes. Mais en ce qui concerne les enjeux des femmes rurales, c'est comme si ce mouvement-là, ce mouvement de solidarité n'est pas vraiment apparent. Jean a beaucoup parlé de la solidarité et de la nécessité de la collaboration. J'aimerais entendre Mariamé sur le rôle que joue la solidarité dans les luttes pour les droits des femmes
au Burkina Faso. Je sais que, Mariamé, tu as beaucoup travaillé sur le renforcement des capacités à travers l'Afrique de l'Ouest avec des partenaires différents. J'aimerais que tu nous donnes un peu ton regard sur la solidarité. Est-ce que cette solidarité que nous, on ne voit pas, est-ce qu'elle existe entre les femmes rurales à travers le monde et comment et quels sont les outils qui permettent de construire cette mobilisation? Alors, Mariamé, tu es... Merci Fernande, merci. Je suis tout à fait d'accord avec toi que la solidarité dont Jane a parlé semble peu perçue de l'extérieur pour les femmes rurales. Pourtant, elles ont cultivé pas mal de choses. Alors, ces femmes rurales, de plus en plus, ont développé des initiatives pour se battre et pour résorber le déficit de scolarisation et le déficit de formation technique et même la fracture numérique aujourd'hui. Et ça, elles l'ont fait en étant en groupement, en association, en union, en fédération, en coopérative, en réseau et en alliance même. Elles créent parfois des coalitions pour revendiquer des droits, pour influencer les décideurs et travailler davantage leur économisation économique. Et ça, ce n'est pas rien. C'est la preuve qu'elles ont compris que seules ne peuvent pas faire changer la situation, mais ensemble, elles ont même des terminologies, elles ont baptisé souvent leur groupement ou leur association par des symbolismes de solidarité. Par exemple, l'union fait la force, une seule main ne ramasse pas la farine, restons debout, battons-nous, si on reste couché, on est morte, il faut qu'on se lève, il faut qu'on marche, vous voyez? Il y a tous ces symbolismes-là qui ressortent de la lutte que les femmes mènent chaque jour. Et elles conduisent des plaidoyers de plus en plus, si bien qu'elles se sont retrouvées dans des instances dirigeantes de certaines organisations paysannes au Burkina Faso, telles que la Confédération paysanne du Faso et au niveau régional, le ROPA, le réseau des organisations paysannes africaines, où elles ont un collège de femmes qui discutent des problématiques propres aux femmes rurales pour que ça soit pris en compte dans les différentes stratégies nationales, sous-régionales et internationales. Beaucoup de femmes même sont arrivées à être conseillères municipales grâce au soutien mutuel qu'elles ont dans leur organisation. Donc, il y a des grands mouvements qu'elles ont pu créer. Tout ça pour dire que la solidarité existe et que les femmes rurales la vivent très bien. Malheureusement, ce n'est pas bien documenté. Parce que nous, les femmes intellectuelles, quand on a l'occasion de parler de ces choses, on parle des femmes rurales en tant que sujet et non leur donner la parole pour qu'elles-mêmes, elles expriment ce qu'elles vivent ou ce qu'elles construisent ou ce qu'elles créent. Et c'est dommage. Et je saisis donc l'opportunité pour féliciter Interpares pour ce webinaire, parce que si on en organise de plus en plus, on verra qu'il y a beaucoup de choses que les femmes rurales ont créées, ont inventées et sont en train de faire changer le monde. Et j'ai beaucoup travaillé auprès des femmes rurales. D'ailleurs, depuis mes études, je vais vous dire, le thème de mon mémoire de fin d'études en 1984 était intitulé « La situation des femmes rurales dans ma région à l'ouest du Burkina ». Pour y avoir vécu pendant 5 ans pour le collège, et du CM2 jusqu'à la fin du collège, pour avoir perçu les souffrances de ces femmes et pour avoir partagé les souffrances de ces femmes, j'avais des aspirations profondes pour dire « Mariamé, il faut que tu fasses quelque chose à la fin de tes études pour aider ces femmes à changer ». Donc, du coup, dès que j'ai fini, j'ai cherché les possibilités de travailler directement avec ces femmes. Et vraiment, je dis merci à Dieu. Après avoir enseigné quelques années, je suis rentrée dans les projets, les organisations pour aider ces femmes à mieux se construire, à se solidariser pour réussir. Donc, cette solidarité est soutenue aussi, il faut le dire. Cette solidarité est soutenue par des organisations nationales, le secteur privé, des ONG internationales, je prends le cas de Interpares, et ces soutiens, ces femmes rurales sont de plus en plus informées là-dessus. Et elles les exploitent au maximum pour que cette solidarité puisse vraiment profiter et aux femmes rurales, et à leurs familles, et à tout le pays.
Donc, moi, à travers mes expériences, j'ai travaillé pendant 6 ans pour une fondation américaine où on avait un programme de subvention communautaire appelé « Les femmes rurales créent le changement ». Et on ne donnait les subventions qu'aux organisations de femmes rurales capables de prendre ces fonds et de créer le changement autour d'elles. Et je vous assure, c'était au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire et au Niger. Il y avait en même temps le même programme au Sénégal. Et je vous assure, au bout des 6 ans, aujourd'hui, beaucoup de femmes rurales nous reconnaissent en disant « Vous nous avez changé la situation grâce à vos appuis ». Il y avait des formations, il y avait les financements et il y avait des rencontres. Et ces femmes sont allées prendre la parole à des instances très hautes. Aux États-Unis, le club des présidents dirigé par l'ancien président Bill Clinton, elles sont allées parler au Danemark, à la grande réunion des femmes, etc. Elles ont pris la parole puis présenter leur situation et revendiquer des choses pour les femmes rurales. Donc, je dis que la solidarité entre femmes rurales existe et elle porte fruit. Maintenant, il faut que nous travaillions à documenter, à capitaliser pour mieux publier. Et je crois que le webinaire s'inscrit déjà dans cette démarche-là. Donc, voilà ce que je peux dire, à moins qu'il y ait d'autres questions pour préciser davantage. Ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, Mariam. Et donc, je vais justement inviter les panélistes, les auditeurs et le public à poser des questions dans le chat et à faire des commentaires. On s'achemine déjà vers la fin du webinaire et nous allons consacrer quelques minutes justement pour répondre à cette question. Et justement, ma dernière question concerne les solutions. Je sais que vous avez déjà énoncé plusieurs solutions, Mariamé, Jane et Debia, mais généralement, et sachant également quelles sont les actions qui sont entreprises au sein des organisations dans lesquelles vous militez, on sait que l'agroécologie est une approche qui est prônée par vos organisations et dans vos expertises pour renforcer les droits des femmes rurales. Mais il est souvent difficile pour certains de comprendre exactement pourquoi est-ce que l'agroécologie est une solution. Est-ce que vous pouvez l'illustrer rapidement avec un exemple? Je vais commencer par Debia. Est-ce que tu peux illustrer pourquoi est-ce que à Enda Pronat et à travers tes actions, tu penses que l'agroécologie est une solution? Bon, à travers les actions de Enda Pronat, je peux dire que l'agroécologie est une solution. Et pour moi aussi, elle restera une solution. Bon, si je prends l'exemple des femmes rurales qui, au quotidien, pensaient qu'elles ne sont pas utiles, qui se concentraient uniquement aux tâches ménagères ou bien qui aidaient leur époux dans leur champ, à travers la promotion de l'agroécologie, qu'elles faisaient même avant qu'on nomme le concept. Parce que si on parle de culture de décrue, on peut dire que c'est de l'agroécologie. Parce que les producteurs n'utilisaient pas les pesticides chimiques, encore moins les produits chimiques. Donc, avec la promotion de l'agroécologie, disons de la transition agroécologique à travers la DITAES, là, les femmes du monde rural, je peux confirmer qu'elles sont plus dans la transition, mais dans l'agroécologie en tant que telle. La transition, c'est plus dans les grands casiers qui sont dirigés par les hommes, où nous faisons des champs écoles paysans pour les sensibiliser à se départir de leur méthode, qu'ils partent, genre l'agriculture conventionnelle, qui est déjà ancrée dans leur tête, je peux dire. Mais à travers l'agroécologie, quand même, les femmes arrivent à être indépendantes, à être autonomes même, et à participer de plus en plus, que ça soit, parce qu'elles disent très souvent, c'est l'agroécologie qui a fait qu'elles sont parvenues maintenant à parler en public à travers les formations qu'organise Enda Pronat dans la prise de décision, bonne gouvernance, genre, et reconnaissent qu'elles ont évolué. Il y a même des femmes qui témoignent que c'est à partir des produits qu'elles exploitent dans leur parcelle qu'elles vont transformer après et commercialiser en même temps. Il y a des femmes qui parviennent à construire des bâtiments pour améliorer leur manière de vivre. Et pour booster tout ça, genre, au moment de la récolte, elles achètent des moutons qu'elles vont élever pendant 4-6 mois, revendre pour multiplier le profit même. Et voilà, ça les permet de gagner un bénéfice économiquement et d'investir encore.
Donc, juste pour dire que l'agroécologie n'est pas une activité genre pour les pauvres comme on le pense, mais ça les permet de gagner leur vie et de s'imposer au quotidien. Merci. Merci beaucoup, Debia. Je propose, et je sais que Jane et Mariamé ont beaucoup à nous apporter sur l'agroécologie, mais je propose qu'on commence déjà peut-être par répondre aux questions qui me semblent très, très intéressantes, voyant que le temps n'est plus. Vraiment. Donc, je vois une question, je ne sais pas si Marietou a pu recueillir d'autres questions, mais dans le chat, je vois une question qui demande aux panélistes de parler un peu de l'expérience des femmes rurales en ce qui concerne la violence basée sur le genre, sur le sexe, également sur les violences sexuelles. Et c'est l'une des questions que je vois. C'est sûr que je ne... Mariamé, Marietou, est-ce que tu pourrais... Oui, alors on a plusieurs questions dans le chat, c'est des questions en anglais. Donc, il y en a une qui, je vais vous la lire. Donc, what is the issue that is causing the displacement of so many women and children? Is this something that you find can be changed in the future? So maybe a question for Jen. It's a very good question, and one that I think would take a lot longer than we have to answer properly. There are always, because of the ways that societies have been structured and the inequality that women face globally, when we see whether it is war or whether climate change impacts, all of those tend to have a disproportionate impact on women and children. Women are facing equally as they are displaced, disproportionate vulnerabilities. And when I think about women who are on the move, who their vulnerability to becoming pregnant and the increased vulnerability that creates for them in that situation is one of the aspects that greatly exacerbates their plight in situations of displacement. But when women are in a patriarchal society where they are oppressed and there is instability, it becomes even more difficult for them to leave. It becomes their lack of access to financial means or lack of ability to speak for themselves or move freely becomes an added hurdle to accessing the help that they need to move safely. Like I said, it's a very big question and one that would take a very long time to answer, but I think those are sort of the main themes that I see. Thank you very much, Jen. Fernande, est-ce qu'on aurait la place pour une dernière question? Oui, on aura de la place pour une dernière question avant... VBG. Pour les VBG, alors, je peux réagir? Oui, c'est une... Rapidement, en quelques secondes. Oui, les violences basées sur le genre, il y a beaucoup d'expériences malheureuses où des femmes ont perdu la vie, les femmes sont mutilées, des femmes sont exclues, chassées, etc. Il y a trop de violences basées sur le genre qui s'exercent dans le milieu, sur ces femmes rurales, tout simplement parce que des normes socio-culturelles leur imposent la loi de l'omerta, c'est-à-dire le silence. Elles doivent subir, elles doivent encaisser et elles doivent se taire. Et il y a des coutumes qui disent quand une femme meurt suite à une violence basée sur le genre dans son foyer, elle va au paradis. Alors, imaginez si ces croyances sont ancrées dans le mental des femmes, elles vont subir les violences tous les jours et ne rien dire, ne pas dénoncer les auteurs pour en mourir et espérer rentrer au paradis. Et ça, c'est très grave. Heureusement, de plus en plus, nous nous battons. Beaucoup d'organisations se battent aujourd'hui et il y a un numéro vert au Burkina pour faire dénoncer. Même en milieu rural, elles sont accompagnées pour pouvoir dénoncer. Et il y a des cas de sanctions très sévères à l'égard des auteurs de violences basées sur le genre. Je crois que ça mériterait un webinaire spécial, cette question-là. Oui. Et comme j'ai la parole, je voudrais ajouter à ce que Debia a dit.
sur la solution avec l'agroécologie. L'agroécologie soutient les moyens de subsistance en général. Et une fois que ces moyens de subsistance sont soutenus, pour les hommes et pour les femmes, cela va changer leur vie. Parce que tout est basé sur les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des hommes et des femmes, d'où la nécessité d'intégrer le genre pour que ces besoins pratiques soient mieux ciblés et que les intérêts stratégiques soient mieux réalisés. Et pour cela, nous sollicitons, nous battons aujourd'hui pour qu'il y ait plus de promotion de la masculinité positive. Parce que les hommes ont mal compris le genre, ils pensent que c'est une inversion des rôles, le retrait du pouvoir entre les mains des hommes pour donner aux femmes. Donc, il faut qu'on travaille avec ces hommes, qu'on les sensibilise, qu'on les forme pour qu'ils participent à la promotion de l'égalité de genre à travers la masculinité positive, qui est que simplement le privilège accordé par le patriarcat, par la construction sociale aux hommes, doit être utilisé par ces hommes-là pour mieux créer les conditions en faveur de l'égalité des genres. C'est ça le fondement de la masculinité positive. Et nous devons y travailler parce que ça fait plus de 30 ans que nous travaillons sur l'approche genre et développement, mais on sent qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir parce que les hommes se sentent menacés et ils résistent. Donc, il faut qu'on compose avec eux. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, Mariamé. Mais je pense que ça répond à la question qui avait été posée. Donc, comment intégrez-vous la formation des masculinités pour que les hommes comprennent l'importance de ce changement qui s'impose? Donc, je pense que Mariamé a répondu. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, pour finir, s'il y avait un dernier mot à dire, vraiment une phrase ou un mot qui va rester dans la conscience des personnes qui nous écoutent aujourd'hui en ce qui concerne les femmes rurales, en ce qui concerne l'action, en ce qui concerne l'agroécologie. S'il y avait un mot et une phrase, ce serait quoi, Jane? Après Mariamé et ensuite à la fin, Livia. The systems that are destroying our environment and the soil and farm and putting all of women at risk are based on the same ideas and ideology as the patriarchy that has oppressed us in societies around the world. And so feminism and agroecology have shared tenets that lift up all voices and lift up all people. Feminism and women's rights have never been about triumph of women over men, but in supporting the fundamental rights that we all should be afforded, that we all should have access to. And I look to the next generation, my sons, and see the way that they interact with women and the way that they support and behave. And that gives me hope. That gives me hope that what we are doing and what we have done is changing the world and changing it for the better. We're not there yet. We have to continue fighting, but we're moving. Thank you, Jane. Mariamé, s'il y avait un dernier mot, une phrase. Oui, moi je dirais que les femmes rurales doivent pouvoir agir en tant qu'actrices libres, comme des hommes, comme les hommes, sur l'ensemble des dimensions, des étapes et de la finalité de l'agroécologie et du secteur, tout le secteur rural, car elles en ont dans le cœur, elles en ont dans la tête et elles en ont dans les bras. C'est-à-dire que dans le cœur, elles ont des sentiments très forts pour l'agroécologie. Dans la tête, elles ont des connaissances, des savoirs et des savoir-faire. Et dans les bras, elles savent produire. Il faut qu'on valorise tout ça, car la valorisation du travail des femmes rurales demeure un impératif du développement économique, social et politique de nos pays. Il faut qu'on y pense et qu'on travaille dans ce sens. Merci, Hernande. Livia. Bon, je dirais plutôt, même si la pauvreté au milieu rural se situe aux deux côtés, aux côtés des hommes, au même qu'aux côtés des femmes, que les hommes aussi, surtout le côté foncier, qu'ils font tout pour donner aux femmes le peu qu'ils ont, qu'ils partagent ça aux femmes. Et aussi, je vais lancer un appel pour demander à nous, ONG, l'ensemble des partenaires techniques et financiers, et des organisations étatiques, que nous accompagnons les femmes dans l'autonomisation
car pour moi, elles sont le souffle de vie qui maintient nos sociétés debout. Merci. Merci beaucoup. Merci Jane, Mariam et Debia d'avoir pris part à cette conversation. On a beaucoup appris. On a surtout compris l'importance de la solidarité dans le dialogue, parce que beaucoup d'éléments ont été mis en avant et je pense que les personnes qui nous écoutent vont repartir avec des idées claires sur ce sur quoi on doit travailler pour permettre l'égalité de genre dans le milieu rural. C'était un plaisir pour moi vraiment d'animer ce webinaire parce qu'il s'inscrit dans un projet qui m'est cher, un projet qui, comme Mariam, tu l'as souligné, a également pour objectif de travailler pour l'agentivité des femmes rurales. On ne travaille pas seulement pour l'agentivité des femmes rurales en Afrique de l'Ouest, mais également au Canada et à travers le monde. Et je vais inviter les auditeurs, les personnes qui sont connectées à aller dans notre site web interpares.ca pour regarder justement les actions qu'on mène à travers le monde, mais également pour pouvoir également voir les résultats, les premiers éléments de ce projet-là qui sont publiés dans notre bulletin actuel. Je vous encourage à lire ce bulletin-là, à vous inscrire à notre newsletter également. Je vous encourage également à aller consulter les sites de nos homologues, nfu.ca pour la NFU, endapronat.org pour Endapronat, pour voir toutes les actions, les exploits qu'ils mènent pour justement déraciner le patriarcat et relever l'égalité de genre. Merci beaucoup. Partagé. Malheureusement, le temps était très court. On aura d'autres occasions. Beaucoup trop court. Et on aura Félicitations à toute l'équipe. Félicitations à Interpares et beaucoup